C'est l'agent fédéral qui a participé au premier raid de l'île de Jeffrey Epstein. Le voici aujourd'hui pour la première fois qui témoigne. Écoutez-le. Quand on est arrivé sur l'île de Jeffrey Epstein, on ne s'attendait pas à ce qu'on a trouvé, malgré tous les rapports sur ce milliardaire pervers. Ce qu'on a vu sous la surface de l'île, ça ne ressemblait à rien de ce qu'on avait connu avant. On était choqués par l'ampleur des tunnels et couloirs qui s'étendaient sous toute l'île, et par ce qui s'y passait. C'était une installation complète et pas juste le repère d'un seul criminel. Parmi toutes les pièces qu'on a visitées, il y en a une que je n'oublierai jamais. C'était la pièce où se retrouvaient les filles qui tentèrent de fuir l'île. On ne connaissait pas les détails au début, mais ce qu'on a entendu dans les enquêtes suivantes a révélé quelque chose d'indélébile. Des histoires de tentatives d'évasion désespérées. Imagine, certaines ont essayé de nager dans l'océan pour échapper à cet enfer, d'autres ont tenté de se cacher dans le camion de ravitaillement qui entrait par le port arrière. Chaque tentative était plus étrange que l'autre, mais le point commun c'est qu'elles préféraient tout risquer plutôt que de rester là-bas. Je suis ici aujourd'hui parce que je crois fermement que ma responsabilité ne s'arrête pas à l'exécution du raid. Les dossiers publiés ne révèlent donc pas toute la vérité et ne suffiront pas tant que les détails absents des rapports ne seront pas racontés. Nous avons reçu l'ordre de perquisition le 8 juillet 2019, 2 jours après l'arrestation de Jeffrey Epstein à l'aéroport de Teterboro. Les instructions étaient claires. Entrée immédiate, saisie des appareils et sécurisation des lieux avant que les preuves ne disparaissent. Mais on savait très bien que l'île était loin et que la nouvelle nous précéderait. Quand on s'en est approché par les airs, j'ai vu ce que je ne voulais pas voir. Des signes évidents que quelqu'un était arrivé avant nous. Certaines portes arrachées de l'intérieur, pas de l'extérieur. Des parties d'équipement démontées proprement comme par un expert et des sections entières de terrain qui semblaient avoir été retournées quelques heures plus tôt. C'est là qu'on a compris qu'on ne verrait pas l'île telle qu'elle était, mais telle que quelqu'un voulait qu'on la voie. Pourtant, on était tous certains d'une chose. Il y a des catastrophes enterrées ici, alors on a outrepassé les ordres. On a dépassé le délai de perquisition et on a commencé à ouvrir chaque pièce, chaque placard, chaque cave, comme si on cherchait un pouls dans un corps mort. En entrant sur l'île, la scène était totalement différente de ce qu'on attend d'un lieu lié au scandale. Vue du ciel, l'île semblait être un resort de luxe. Petits bâtiments dispersés avec soin, allées de pierres impeccables et les couleurs de la mer tout autour. En commençant à explorer, c'était clair que l'endroit était conçu pour être vu d'une certaine façon et caché d'une autre. Les jardins, par exemple, de loin on voit juste de beaux paysages, mais en s'approchant on réalise qu'ils sont faits pour bloquer les angles de vue, pour cacher des parties entières de l'île, comme si chaque arbre était placé de façon calculée. Les couloirs aussi étaient reliés de manière étudiée. On ne trouve presque jamais un passage qui s'arrête brusquement. Chaque chemin mène à une chambre, une villa ou une aile, et tout semble trop calme. Quant aux équipes qui travaillèrent là-bas, c'était le plus étrange qu'on ait vu. On n'avait pas affaire à du personnel normal comme dans les resorts. Ils travaillaient en silence total, ne regardaient pas, ne posaient pas de questions, aucune réaction. Leur discipline était si frappante qu'on avait l'impression qu'ils faisaient partie de la structure même du lieu. La plupart, comme on l'a découvert plus tard, avaient signé des contrats secrets qui les empêchèrent de parler, pas pour 5 ou 10 ans, mais à vie. Ils avaient une grande loyauté envers l'entité qui gérait l'île, pas envers Epstein en tant que personne. Ce point, je n'en ai compris le vrai sens que plus tard. Ce qui était visible sur l'île n'était qu'une façade. Le vrai choc était en dessous quand on a découvert l'entrée des tunnels pour la première fois. On a tout de suite compris pourquoi Epstein était si serein toutes ces années. Les tunnels n'étaient pas de simples salles de stockage ou passages de service. C'était un réseau complet qui s'étendait sous presque toute l'île, conçu pour que toute activité soit hors de portée de surveillance aérienne, maritime ou même thermique, du plafond au mur en passant par l'éclairage caché. Tout est conçu pour rester hors de vue. Et là, nous avons trouvé l'endroit qui n'aurait pas dû exister. Une grande pièce qui ressemble à une sorte de réserve intérieure. Ni un cachot, ni une chambre. Quelque chose entre les deux. Un lieu où se rassemblent les filles qui ont tenté de fuir l'île. La première chose qu'on a vue, c'était le silence. Puis, quand on est entré en tenue militaire complète,
J'ai vu dans leurs yeux quelque chose que je n'oublierai jamais. Ce mélange d'espoir et de terreur, comme si elles ne croyaient pas qu'on était de vrais humains, pas l'un de l'équipe de Lille. L'une d'elles a été la première à s'approcher, mais elle ne parlait pas. Elle tremblait juste, et quand elle s'est assise pour l'interrogatoire, elle s'est mise à respirer vite, puis elle m'a dit une phrase que je n'oublierai pas. Elle a dit « Je me croyais championne olympique ce soir-là quand j'ai décidé de fuir Lille à la nage. » Elle l'a dit avec un sourire brisé, comme si elle se moquait d'elle-même. Puis elle a commencé à raconter. Elle avait décidé de s'enfuir de nuit. Elle a marché pieds nus sur les rochers tranchants jusqu'à ce que ses pieds ne soient en lambeaux, mais elle dit qu'elle n'a rien ressenti. L'adrénaline suffisait à la faire bouger comme si elle n'avait pas de corps. Elle a atteint le bord et s'est mise à nager vers des lumières lointaines qu'elle prenait pour une autre île. Elle dit qu'elle a nagé 2, 3, 5 minutes jusqu'à ce que ses membres commencent à geler. Puis d'un coup, elle a senti quelque chose autour de sa taille. Ce n'était pas un poisson. Un garde la tirait avec un filet de pêche, sourire moqueur aux lèvres. Même cet océan travaille pour Jeffrey, ma petite. Quand elle eut fini son récit, elle ne cessa de pleurer. Mais ce qui me frappa le plus, c'est qu'elle racontait l'histoire comme si elle était arrivée à quelqu'un d'autre, pas à elle. L'autre ne parla pas facilement, mais après des heures d'interrogatoire, elle dit s'être cachée dans un camion de service qui transportait des vivres entre les entrepôts. Elle pensait qu'il irait au port, mais le camion n'a jamais bougé, et elle y était restée 2 jours jusqu'à ce qu'elle abandonne et se mette à frapper la porte jusqu'à ce que ses mains enflent. Elle pensait que quelqu'un l'entendrait, mais sur cette île, personne n'entend personne. La troisième avait une histoire complètement différente et bien plus mystérieuse. Elle gardait des flacons de parfum vides et presque chaque jour pendant des mois, elle écrivait sur un petit papier « Sauvez-nous, nous sommes en enfer ». Puis elle notait son numéro de téléphone, le mettait dans la bouteille et la jetait à la mer. Elle croyait que les vagues la porteraient, qu'un pêcheur ou un bateau passerait, ou que quelqu'un la verrait. Finalement, ils ont découvert son secret, et quand on lui a demandé pourquoi elle faisait ça malgré les risques, elle a dit « Parce que je ne voyais plus la différence entre être attrapée ou me noyer ». Ces 3 histoires n'étaient qu'un échantillon de ce qu'on a entendu. Un tout petit échantillon, alors je le dis aujourd'hui. Les dossiers publiés ne contiennent pas la moitié de ce qu'on a vu. On n'a pas découvert une île de luxe, mais un dépôt d'humanité brisé. Laissez-moi parler de quelque chose dont je ne voulais pas parler publiquement. Du bâtiment que le monde voyait de l'extérieur, mais dont presque personne ne savait ce qu'il y avait dedans. Le temple au dôme doré au sommet de l'île. Quand on s'en est approché la première fois, je pensais que c'était juste un bâtiment décoratif, un truc pour les photos ou pour s'isoler. Mais dès qu'on a essayé d'entrer par la porte principale, on a découvert que ce n'était pas du tout un bâtiment ordinaire. L'architecture extérieure, le dôme doré, les murs rayés bleus et blancs n'étaient qu'un décor tape à l'œil, une façade. Mais l'intérieur était un monde complètement différent. La première chose qu'on a sentie, c'était un air anormalement froid, comme s'il venait des profondeurs souterraines, pas d'une pièce fermée. Et l'odeur n'était ni de l'encens ni de l'humidité, quelque chose entre les deux. Une odeur qui te met les nerfs à vif sans que tu comprennes pourquoi. On est entré avec nos outils pour scanner les preuves, mais ce qu'on a vu là ne correspondait à rien de normal pour cet endroit, comme l'a rapporté Al Jazeera. C'était la preuve la plus claire que ce qui se passait sur cette île n'était pas juste de la corruption, mais une tentative organisée de créer une nouvelle philosophie ou carrément une nouvelle religion. Je ne parle pas ici de rituels religieux connus, ni de cultes connus d'une quelconque civilisation. Ce qu'on a vu là-dedans ne correspond à aucune religion sur Terre, ni christianisme, ni judaïsme, ni bouddhisme, pas même des religions d'Asie ou d'Afrique. L'endroit était conçu pour autre chose, quelque chose de moderne et fabriqué, comme s'il créait un nouveau dieu à partir de zéro. Quand on est entré dans la salle principale, on n'a trouvé aucun symbole religieux familier, aucun. Pas de croix, pas d'étoile, pas de statue, mais des symboles géométriques gravés sur les murs, des lignes entrelacées d'une manière qui ne ressemblait à aucune école d'art ou religieuse connue, plutôt un logo d'entreprise ou un symbole de société secrète. Le plus effrayant, c'est que ces symboles convergeaient toujours vers un point unique au centre de la pièce, là où se dressait la plateforme de pierre. L'endroit ressemblait à une salle de rituel, mais pas un rituel de culte, plutôt un rituel de concentration du pouvoir. Avec mon expérience, j'ai compris quelque chose de simple mais troublant.
Ce lieu n'a pas été construit pour rassembler les gens autour d'un dieu, mais pour les convaincre qu'un dieu se tenait devant eux. Et s'il y avait un dieu dans ces rituels, ce n'était pas un dieu céleste. C'était un dieu humain, quelqu'un traité comme symbole de sagesse, de contrôle et de pouvoir absolu. Quelqu'un qu'on rend sacré pour qu'il soit intouchable, quelqu'un qu'on croit au-dessus des humains et au-dessus des lois. Quelqu'un nommé Jeffrey Epstein. Je ne dirais pas ça sans avoir vu des preuves matérielles. Les dossiers à l'intérieur n'étaient ni financiers ni politiques. C'étaient des dossiers personnels, photos, schémas, analyses et réseaux de relations. Ils enregistraient tout sur les invités, leurs peurs, leurs désirs, leurs limites. Le temple ressemblait à une salle de fabrication de loyauté, un lieu de reconditionnement psychologique des invités, et même la conception du son et de l'éclairage servait à modifier l'état mental de la personne, non pour un rituel spirituel, mais pour un rituel de soumission. Ce n'était pas un lieu de culte, c'était un rappel. Ce que vous voyez ici reste ici, et celui qui se tient sur cette plateforme vous possède. C'est pourquoi, en entrant dans sa pièce du bas, la pièce cachée, nous avons trouvé quelque chose qui ne correspondait à aucun rituel religieux. Nous avons trouvé des anneaux de fixation. Nous avons trouvé un lieu d'isolement total. Nous avons trouvé des murs qui isolaient le son au point qu'un cri ne sortait pas d'un centimètre. Ce n'est pas un temple. C'est un laboratoire psychologique conçu pour rappeler à quiconque entre qu'Epstein n'est pas qu'une personne, mais un centre de pouvoir. Le plus grand choc fut que les habitants de l'île se comportaient en sa présence comme s'ils étaient face à quelque chose de supérieur à eux. Pas de l'admiration, mais de la peur. Peur de ceux qui se tiennent derrière lui. Il nous est donc apparu clairement que ce n'était pas le temple d'un dieu ancien. C'était un projet pour fabriquer un nouveau dieu, et cela seul suffit à comprendre pourquoi personne n'était autorisé à s'approcher de ce bâtiment. Et pourquoi ils ont essayé de tout effacer avant notre arrivée. Jeffrey Epstein, bien que ses proches affirment qu'il a grandi dans la tradition juive, ne montrait aucune appartenance religieuse claire, ni dans son comportement, ni dans ses choix sur l'île. Au contraire, l'homme était plutôt non-croyant, piochant des croyances de partout, puis les mélangeant pour créer sa propre version de la foi. Une version que lui seul comprenait. L'exemple le plus frappant, le paon bleu. Un oiseau qui se balade sur l'île librement comme si l'endroit lui appartenait. Personne ne le touche, personne n'ose même l'écarter du chemin. Les gardes qui nous traitaient avec sévérité s'écartaient dès qu'il apparaissait, comme si l'oiseau avait un rang supérieur au leur. J'ai demandé à un employé et il m'a dit « Epstein le voit comme un signe ». Si le paon apparaît, la bénédiction apparaît. Personne ne sait de quelle bénédiction il parlait, mais clairement l'homme se construisait un système spirituel étrange, un système qui ne ressemble ni au judaïsme, ni au christianisme, ni à aucune religion connue. Un système qui explique pourquoi le temple ressemblait à un temple pour une religion pas encore née. Nous sommes restés sur l'île plusieurs jours. L'endroit ne ressemble à aucun site perquisitionné dans l'histoire du bureau des enquêtes. Ce qui a le plus renforcé nos doutes les premiers jours, c'étaient les employés. Pas leur apparence, mais leur manière, leur façon de marcher, leur façon de regarder, et même la méthode du silence. Il y avait une chose qu'ils avaient tous en commun, une prudence anormale. Chaque fois qu'on s'approchait de l'un d'eux, on voyait ce petit moment où leurs yeux se figeaient, un instant de peur ou d'hésitation, puis le visage redevenait normal. Puis quelque chose d'encore plus étrange a attiré notre attention. La plupart des ouvriers utilisaient de très vieux téléphones, sans caméra, sans internet, du genre qu'on n'avait pas vu depuis plus de 10 ans. On a demandé à l'un d'eux pourquoi. Il a dit une courte phrase. Ce sont les consignes, et n'a pas dit un mot de plus. Plus étrange encore, quand on leur a demandé de montrer leur passeport, on a découvert que la plupart ne les avaient pas. Non pas parce qu'ils les avaient oubliés, mais à cause de l'île. Parce que l'île elle-même les a confisqués. On a demandé à un cuisinier « Où est ton passeport ?» Il a baissé la tête à l'administration depuis des années. Le 3e jour, on a remarqué quelque chose de drôle et d'effrayant à la fois. Des employés disparaissaient soudain de leur poste, puis réapparaissaient ailleurs en touristes. Oui, ils faisaient semblant d'être touristes par peur d'être interrogés ou arrêtés. Un garde qu'on avait vu le matin en uniforme près du Palais Blanc, on l'a retrouvé le soir sur la plage en chemise rose et lunettes de soleil, marchant avec 4 personnes en tenue d'été, comme s'ils venaient d'arriver en voyage touristique. On s'est approché et on leur a demandé l'air de rien « D'où venez-vous ? Vous restez combien de temps ? Vos passeports ?»
Là, la confusion était évidente. Ils n'avaient aucune réponse. Pas de passeport, pas de réservation, pas d'histoire crédible. Ils attendaient juste que les premiers jours après la descente passent pour décider s'ils allaient les fuir ou faire semblant de faire partie du décor. Le reste de notre temps là-bas, on l'a passé entre fouilles et attente. L'île, la nuit, c'était différent. Calme, belle, mais effrayante d'une manière inexplicable, comme si chaque pierre en savait plus que ce que disaient les gens. Quand notre mission s'est terminée et qu'on a quitté l'île, on avait beaucoup de preuves. Mais franchement, il n'y avait qu'une seule chose qu'on considérait comme le vrai trésor, c'était le registre des invités. Un gros bouquin, lourd, simple de l'extérieur, mais dedans c'était le document le plus important. Il contenait les noms des invités, leur date d'arrivée et de départ, le nombre d'accompagnateurs et le type de visite, comme si chaque mouvement sur l'île était enregistré avec une précision digne des registres d'aéroports. Et moi j'ai vu les noms de mes propres yeux, tous les noms qui sont apparus dans les médias ces dernières années. Tous ceux que les gens disaient être des rumeurs. Je vous assure que c'était pas des rumeurs, ils étaient là, littéralement. Et certains noms que personne n'osait même imaginer, mais ils étaient là, clairement, écrits d'une écriture impossible à mal interpréter. Je dis ça parce que c'est moi qui étais responsable de remettre ce registre à la justice. On savait qu'on portait quelque chose qu'on ne pouvait pas perdre et que les pressions ont commencé dès qu'on a quitté l'île. Questions, appels, messages. C'était clair que certains voulaient pas que ce registre voie le jour, mais le registre est arrivé et est entré dans le circuit des enquêtes et ce qui n'en a pas été publié, je crois que c'est des dizaines de fois plus que ce qui a été publié. L'île aujourd'hui a l'air morte, mais elle l'est pas. Elle est plutôt comme un cadavre qui garde un secret pas encore révélé. Certains bâtiments ont été démontés et de grandes zones démolies, mais ce qui est sous terre n'a pas été touché du tout. Et pour moi, je crois que l'île va pas disparaître. Elle restera présente pas comme partie de la géographie, mais comme partie de la vérité que certains essaient d'enterrer lentement. On a fouillé l'île, mais on n'a pas fermé son histoire. Et chaque fois que je voyais comment le dossier était traité aujourd'hui, je réalisais une chose. La vérité n'a pas été cachée. La vérité a été reportée. Et quand ce report prendra fin, tôt ou tard il prendra fin, la compréhension du monde de ce qui s'est passé là-bas changera pour toujours.